Bonjour à toutes et tous. On va laisser s'installer rapidement les derniers arrivants. Et donc vous remercier d'être présents pour cette session sur la transidentité qui a été organisée sous l'égide de la SFG et de la FNCGM, qui ont toutes deux souhaité qu'une telle session soit présente, et on va essayer de renouveler ça dans toutes les rencontres de gynécologie pour que les gens au fur et à mesure se sensibilisent à ces questions de transidentité. On a un petit changement dans l'ordre des présentations par rapport au programme qui nous a paru plus logique. Donc c'est Nicolas Johnson qui parlera en premier sur les différentes thérapeutiques. Ensuite, je parlerai de la fertilité. Et ensuite, Agnès Condat nous parlera des questions éthiques. Sur le plan pratique, on vous propose de faire une discussion globale à la fin de la session. Si vous voudrez bien vous avancer jusqu'au micro qui est situé au milieu de la salle à l'avant, de bien vouloir vous présenter avant de poser vos questions. Donc je laisse la parole à ma co-modératrice, le docteur Fouet. Oui, bonjour. Donc effectivement, ce sujet de la transidentité nous a vraiment beaucoup intéressés, puisque c'est vrai que maintenant, on voit dans nos consultations en cabinet de plus en plus de personnes qui nous parlent de leur désir de transition, même donc, à l'âge adulte. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette mutation qu'il y a eu en fait entre le transsexualisme et la transidentité. En fait, avant, c'était vraiment considéré comme un trouble plutôt psychique. Maintenant, c'est une affection de la santé sexuelle. Donc, une approche effectivement un petit peu différente. Et c'est pour ça que nous avons tous ces bons orateurs. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Je te laisse te présenter. Ah oui, excusez-moi, donc Nicolas Johnson, je suis endocrinologue adulte. Je travaille à Paris avec Nathalie Chébar-Buffet à Tenon. Et je m'occupe depuis quelques années des demandes de transition hormonale chez les personnes trans. Et donc je vais vous présenter donc un diaporama sur la question de la balance bénéfice-risque associée au traitement chez les femmes trans, et avec une petite parenthèse chez les hommes trans. Et je précise donc déjà, pour commencer, un peu de terminologie. Quand on parle d'une femme trans, on parle d'une personne qui est assignée homme à la naissance et qui se désigne comme femme. Donc c'est une personne qui aurait un karyotype XY qui souhaite exister en tant que femme. À l'inverse, un homme trans est une personne qui est assignée femme à la naissance et qui se déclare homme et qui bénéficiera d'un traitement par testostérone. Voilà, donc encore quelques définitions. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. Le sexe d'un individu est généralement assigné à la naissance en fonction de l'anatomie, un karyotype s'avérant parfois nécessaire. Pour la plupart des individus, cette attribution de sexe correspond à l'identité de genre, c'est-à-dire l'identification de soi en tant qu'homme ou femme. Néanmoins, certaines personnes peuvent être confrontées à ce qu'on appelle une incongruence entre le sexe assigné et s'identifier dans un autre genre, c'est donc l'incongruence de genre. Le DSM-5, donc une classification psychiatrique, désigne désormais la dysphorie de genre comme étant une souffrance ou une détresse et non pas le fait d'être trans. En termes de prévalence ou disons de personnes concernées, selon les méthodologies employées, on trouve une prévalence entre 0,1 et 5% de la population. Un document récent issu de la WPATH en 2022 montre les variations de cette prévalence en fonction des méthodologies employées. Vous verrez ça en bas de diapo. Il y a eu un grand changement de paradigme en 2016 suite à la loi de modernisation de la justice qui a dissocié le changement d'état civil de celui de la transition médico-chirurgicale, ce qui fait qu'en pratique, les personnes pouvaient concevoir leur transition en fonction de leurs souhaits et non pas en fonction d'un cadre imposé par le changement d'état civil. Donc en pratique, ça veut dire qu'une femme trans n'aurait pas forcément besoin d'avoir recours à une vaginoplastie pour pouvoir changer d'état civil. Cela a donc mené à une liberté dans la conception des parcours de transition, ce qui est très important pour nous et dans nos propositions d'accompagnement ultérieures. En France, la transidentité est donc prise en charge au titre de la LD 31, qui est rédigée par un médecin traitant. On constate, et comme vous le savez, une augmentation très importante du nombre de demandes. Donc les chiffres que vous avez en haut sont ceux issus du document préparatoire aux recommandations HAS à venir, qui montre qu'en 2020, on avait donc cumulé 9000 demandes d'ALD, dont 3300 dans l'année 2020, versus en 2013, 900 admissions cumulées, ce qui montre donc l'augmentation exponentielle des demandes.
avec une population qui est plutôt jeune. 70% des bénéficiaires de la LD 31 ont entre 18 et 35 ans. Le ratio a tendance à s'équilibrer avec des disparités en fonction des groupes d'âge. À noter que dans les populations jeunes, il y a plus de demandes de transition vers la masculinisation. Cette forte augmentation est liée à une grande visibilité sociale et médiatique, le travail des réseaux sociaux, mais aussi des associations et des communautés trans. Malheureusement, et c'est pour ça que je suis très heureux de vous voir ici, on a une augmentation beaucoup moins rapide du nombre d'intervenants médicaux, notamment endocrinologues et gynécologues, qui connaissaient très bien l'estradiol. On y reviendra. Pour ce qui concerne les demandes chez les mineurs et les adolescents, moi, étant endocrinologue adulte, j'en vois assez peu en pratique, et ceci sera abordé ultérieurement. Pour la préservation de fertilité, Nathalie Chabert-Buffet vous en parlera après. Les conditions d'accès à l'hormonothérapie ont évolué également. Je ne vais pas m'étendre sur les propositions de la WPAS en 2013. Celles qui sont proposées par la WPAS en 2022 et sur lesquelles vont s'aligner à peu près les recommandations HAS en cours de rédaction sont basées sur les principes d'autodétermination, de consentement éclairé, de reconnaissance de la diversité des parcours, la place renforcée des professionnels de santé de premier recours, en l'occurrence médecins généralistes ou autres, le travail en réseau et un point important sur le fait qu'on repositionne la place de la psychiatrie qui avait un rôle prépondérant dans l'accession aux traitements hormono-chirurgicaux chez les personnes trans. Dorénavant, on sera plutôt dans une tendance à la dépsychiatrisation, sans pour autant parler d'apsychiatrisation, puisqu'il faudra tout de même évidemment prendre en charge des co-occurrences de problèmes de santé mentale. On sait bien qu'il y a un taux de suicidalité très important en population trans, et c'est sur ces questions-là qu'il faut mettre un point. En France, donc, la transidentité est couverte par l'assurance maladie. Les enjeux seront à l'avenir d'harmoniser les parcours et les prises en charge au titre de l'ALD. Actuellement, nous sommes confrontés à des difficultés de prescription, puisque nous prescrivons quasiment toutes nos médications hors AMM. Nous sommes en négociation avec les instances de santé pour faciliter les conditions de prescription en essayant de trouver des extensions d'AMM sur la base d'usages bien établis, tant on sait qu'effectivement ces traitements ont une balance bénéfice-risque qui est bien favorable. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur les les conditions des rencontres avec les personnes. J'insisterai surtout sur le fait de la bienveillance et de l'adaptation du vocable et de l'interaction avec les personnes qui ne sont pas forcément très habituées à rencontrer le corps médical, et le corps médical n'est pas très habitué à rencontrer les personnes trans. Donc il faut être un petit peu renseigné sur, et prévenant et attentionné sur les conditions de l'échange. J'insiste simplement sur les questions des facteurs de risque cardiovasculaires personnels ou familiaux, et aussi sur la question sexologique, entre guillemets, sur le fait, par exemple, qu'il faudra, avant d'envisager un traitement hormonal ou un bloqueur, voir quels sont les souhaits de la personne en termes d'ambiance, disons, hormonale sexuelle. Par exemple, une femme trans n'aura pas forcément envie d'avoir une testostérone trop abaissée, puisqu'elle pourra vouloir conserver des érections et garder une sexualité en tant qu'active. Et de la même façon, un homme trans pourra avoir des relations sexuelles à risque de grossesse. Il faudra donc prévenir ce type de problème. Sur les examens complémentaires de première intention, c'est des choses plutôt basiques. On fait aussi beaucoup de médecine générale de prévention, non pas seulement en termes d'endocrinologie, mais également en termes de santé métabolique et autres. L'échographie pelvienne ou testiculaire n'est pas toujours indiquée, elle s'indique selon le contexte. Il faudra probablement, on est attentif à la question de la santé osseuse. Il n'y a plus d'indication à faire un karyotype chez les personnes trans, c'est stigmatisant et inutile. Pas forcément non plus de dépistage VIH, parce que ce n'est pas une population qui est connue pour être plus à risque de VIH actuellement. Et il n'y a pas non plus lieu de rechercher une hyperandrogynie chez un garçon trans. Il n'y a pas de relation entre la transidentité masculine et une éventuelle hyperandrogynie biologique. Donc les principes de l'hormonothérapie sont de diminuer le taux d'hormones du sexe génétique, donc atténuer les caractères sexuels secondaires acquis, et de mettre en place une hormonothérapie du sexe revendiqué à dose physiologique, en conservant la qualité de vie et répondre aux attentes. Donc, comme je vous l'ai dit, on est hors AMM jusqu'au changement d'état civil. Il faut délivrer une information à un consentement éclairé. Il faut avertir de la grande variabilité individuelle de réponse au traitement. C'est une puberté, on n'a pas de facteur prédictif sur les paramètres de la puberté.
Il n'y a pas de garantie de relation entre la molécule choisie, la dose donnée et la réponse obtenue. Il y aura souvent recours à la médecine et ou à la chirurgie esthétique dans la population trans et notamment chez les femmes trans. Et bien sûr, il faudra assurer une surveillance régulière et à long terme, ce qui se fera à l'avenir avec le concours des médecins généralistes et gynécologues médicaux et autres spécialistes. Donc en pratique, chez une femme trans, donc une personne assignée garçon à la naissance, le traitement repose sur l'utilisation des estrogènes qui sont administrés soit sous forme orale ou sous forme percutanée, et l'administration de traitements anti-androgéniques dont on dispose de 3 médicaments essentiellement qui sont efficaces et qui bénéficient d'études. Il y a l'estrogénothérapie, donc on choisit donc le 17-bêta-estradiol qui est poursuivi jusqu'à long terme, donc après la chirurgie, s'il y a une orchidectomie, et jusqu'à la ménopause. Donc question un peu épineuse de l'âge de la ménopause chez une femme trans, qui n'est pas très bien définie. On préférera les formes percutanées s'il y a un risque vasculaire, quel qu'il soit, ou un risque carcinologique. Et actuellement, il y a une grande question qui se pose par rapport à la revendication des milieux trans d'accession aux formes IM, qui sont accessibles dans certains pays, mais pas en France, et pour lesquels on a assez peu d'études sur la question de la sécurité, notamment avec les pics d'estradiol qui peuvent être associés à l'injection, qui pourraient avoir un effet délétère, notamment sur le plan thrombotique. L'anti-androgénothérapie, elle, est poursuivie au long cours jusqu'à l'orchidectomie si elle a lieu, et on vise en général une testostéronémie qui correspond à celle de la femme cis. Je n'ai pas dit une femme cis, c'est une femme qui est non trans. Je pense que vous n'avez pas précisé. Hein. Le gold standard actuellement en France, après la crise de l'androcure, c'est les agonistes du GnRH qui ont l'AMM pour les pubertés précoces et dans l'endométriose et en urologie. Ils ont une très bonne tolérance et une très bonne efficacité. Ils sont plutôt donc onéreux mais remboursés par la sécurité sociale et ils contraignent à la réalisation d'une injection périodique. La spironolactone est une molécule qui a été beaucoup réinvestie après la crise de l'androcure et qui a une bonne efficacité, un petit peu variable en fonction des personnes et en fonction de la dose. Il faut être vigilant sur le plan vasculaire, évidemment, s'il y a un risque de sténose de l'artère rénale, avec le risque d'hypercalémie. Les autres anti-androgènes, je ne m'étendrai pas sur l'androcure, qui avait une très bonne efficacité et une dose-réponse tout à fait favorable, mais qui se justifie un petit peu moins actuellement, même si on le prescrit encore de temps en temps. La bicalutamide est très recherché par certaines personnes trans, mais je pense qu'il n'est pas encore licite de le prescrire, n'ayant actuellement qu'une étude qui a permis de constater son efficacité chez des jeunes. Et la finastéride n'est pas un traitement suffisamment anti-androgénique pour permettre une balance estrogène sur testostérone favorable. Donc je ne vais pas m'étendre sur la question des bénéfices, enfin, les bénéfices cliniques qui sont manifestes. Le bénéfice, il est que l'hormonothérapie, qu'elle soit de transition, elle sauve des vies. Il y a une forte fragilité psychique et sociale dans la population trans, et donc de nombreuses études que vous verrez ici montrent l'intérêt absolu de pouvoir mettre en œuvre un accompagnement hormonochirurgical chez les personnes trans, vu qu'elles sont plus à risque de suicide et de détresse psychologique. Les bénéfices donc chez les femmes trans, donc c'est l'effet clinique hein, qui est bien manifeste dès les 3 premiers mois et jusqu'à 3 à 5 ans après le début du traitement, avec une croissance mammaire, une redistribution de la masse graisseuse qui est également donc corrélée au rapport estrogène sur testostérone, les changements de la peau, la baisse de libido, la baisse des érections spontanées, etc. Alors, donc, sur les risques. Le premier risque donc, qui est donc, rapporté en littérature et qui bénéficie de quelques études qui gagnent un petit peu en puissance récemment sont celles issues des groupes essentiellement des États-Unis et de Hollande et de Belgique, qui sont des grands centres d'études de la population trans, qui montrent que le risque thrombotique ne suit pas le même profil cinétique, entre guillemets, que celui qui est rencontré chez les femmes cis substituées pour la ménopause, avec une augmentation linéaire du risque plutôt qu'une augmentation initiale qui tendrait à s'abaisser après dans la suite. Une étude récemment parue, qui est une méta-analyse de Totaro en 2021, comprend 11 452 patientes et qui trouve une prévalence globale de
de maladie veineuse thromboembolique de 2%, qui est très hétérogène. Et il trouve un cut-off en fait qui est après 53 mois de traitement et après 37,5, un âge de 37,5 ans. Ce qui veut dire qu'en pratique, une personne qui serait jeune et qui aurait moins de 53 mois de traitement par estrogène aurait un risque thrombotique à peu près égal à 0, et ce risque augmenterait après ce cut-off. Ce sont des choses qui sont un petit peu qui devront faire l'objet d'études randomisées par la suite et qui incitent à la vigilance, et notamment à la réflexion sur les modalités d'administration, en préférant toujours la voie percutanée, également en interrogeant sur les risques personnels et familiaux, évidemment en travaillant sur les questions des facteurs de risque des maladies veineuses thromboemboliques. Je précise qu'on ne donne plus l'éthylènestradiol chez les femmes trans. C'était le risque thrombotique associé à cette molécule est bien connu. Le risque artériel également semblerait un petit peu plus important qu'en population générale, 6 hommes ou femmes, avec une étude récemment parue de Ignacio en 2022 qui montre une fréquence globale des AVC en population trans qui serait à 2%. Pour les risques métaboliques, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de paramètres avec des populations qui sont très inhomogènes et qui montrent qu'il y aurait des effets favorables ou défavorables. Je ne sais pas si on peut encore parler de protection estrogénique des femmes jeunes et translater ce paradigme à la population trans. En tout état de cause, il faut veiller à contrôler les facteurs de risque, l'IMC, le tabac et l'activité physique. Le risque du cancer mammaire, donc on n'a pas assez d'études et pas d'études randomisées, et les réflexions qui ont été portées sur cette question ont été essentiellement extrapolées par rapport aux études portées sur les femmes ménopausées, cis. On ne sait pas si on peut vraiment comparer les deux choses, vu que les durées des traitements sont différents. Les climats hormonaux peuvent être différents, notamment chez une femme trans qui garderait un taux de testostéronémie qui serait un peu plus élevé, et avec des taux d'hormones qui sont chez les femmes trans en général plus élevés que chez les femmes cis. Une étude apparue dans le BMJ en 2019 montre que le ratio d'incidence des cancers mammaires chez les femmes trans serait de 46 versus celui des hommes cis, et moindre, donc à 0,2 par rapport à celle des femmes cis, avec des diagnostics qui sont plus précoces et des marqueurs estrogènes et progestérone positifs, et peut-être un développement plus rapide des lésions. Donc la question, il était habituellement considéré que de dépister selon les mêmes modalités que chez les femmes cisgenres était suffisant, à savoir après 50 ans, en l'absence de facteurs de risque, et tous les 2 ans. Certains centres proposent plutôt de faire un dépistage mammo-échographique tous les 2 ans après 5 ans de traitement hormonal féminisant. Il faut bien sûr également ici lutter contre des cofacteurs carcinogènes, l'alcool et l'obésité, et bien sûr dans le cadre d'un risque familial, discuter en centre spécialisé, ce que vous savez tous et toutes faire. La progestérone est une molécule qui est très recherchée également dans la population trans. Alors c'est une question un peu épineuse. L'effet favorable sur le développement mammaire est débattu. Son efficacité comme anti-androgène est également inconstante. Alors là, ce qui vient là après, c'est aussi une discussion qui a lieu entre les centres de Belgique et de Hollande et puis les États-Unis, essentiellement par l'extrapolation de l'étude WHI qui utilisait la médroxyprogestérone, si je ne m'abuse, et pour lequel on constatait un plus fort risque thrombotique et carcinologique chez les femmes qui étaient utilisatrices de médroxyprogestérone avec les estrogènes conjugués. Est-ce qu'on peut extrapoler cette étude à la population trans? On ne sait pas. Voilà. Et il y a une étude récente de PIRA en 2020 qui montre une augmentation du risque, possible du risque de maladie veineuse thromboembolique sous progestérone et médroxyprogestérone. Donc, somme toute, la balance bénéfice-risque pour la progestérone ne paraît pas encore suffisamment favorable pour qu'on indique son utilisation systématiquement chez les femmes trans. Le risque osseux est un autre aspect qui, lui, est très saillant dans les questions d'accompagnement des femmes trans. On sait que l'estrogène a un rôle très important dans la stabilisation de la masse osseuse. Et on sait que les femmes trans sont plus à risque en début de traitement d'ostéoporose pour des raisons nutritionnelles, d'absence d'activité physique et de vulnérabilité générale. On sait que leur masse osseuse s'améliore sous traitement à condition qu'ils soient délivrés à bonne dose. Une étude également hollandaise en 2018 montrait que les personnes qui étaient faiblement supplémentées n'amélioraient pas leur DMO versus celles qui étaient bien supplémentées qui amélioraient leur DMO. Donc
sur le risque fracturaire, on voit que les femmes trans rejoignent le risque fracturaire des femmes cis après 50 ans. Je ne vais pas m'étendre sur la question des adolescents. Il y a un des aspects du traitement chez les personnes adolescentes est le blocage pubertaire par les agonistes de GnRH qui occasionne une perte de masse osseuse qui est rattrapée, mais sans doute incomplètement, lorsqu'est réinstauré le traitement par estrogène, ce qui incite à faire un dépistage encore plus, disons, rigoureux d'une baisse de masse osseuse chez les adolescents. En pratique, les différentes sociétés de rhumatologie proposent des dépistages par ostéodensitométrie qui sont variables. Je pense qu'il faut déjà voir un petit peu le contexte initial et repérer les personnes qui sont à fort risque de masse osseuse faible. Voilà, donc je vais juste faire un tout petit point sur les hommes trans, parce qu'il y a des questions qui se posent chez les hommes trans par rapport à leur accompagnement gynécologique. Je ne m'étends pas sur la prescription de testostérone qui marche très bien, qui a une bonne efficacité et une bonne tolérance, avec peu de risques associés. Mais avec Agnès Condat, on avait discuté rapidement de cette question. Je pense qu'il faut signaler, et peut-être qu'on y reviendra à une autre occasion, sur les questions d'ordre gynécologique des hommes trans, donc des hommes qui sont donc sous testostérone et qui garderaient leurs organes gynécologiques, avec les événements pelviens qui peuvent être associés à leur traitement, le risque de grossesse et l'importance de savoir prescrire une contraception chez un homme trans, la question de la prévention des maladies liées au HPV, et comment suivre les hommes trans sur le plan gynécologique en général, et en particulier ceux qui auraient recours à des microdosages de testostérone, ce qu'on voit beaucoup dans la population trans. Pour conclure, le bénéfice associé à l'utilisation des traitements hormonaux féminisants et masculinisants chez les personnes trans est établi avec un taux de regret ou de détransition, comme on dit, qui est faible, inférieur à 1% dans les études, et des scores de qualité de vie qui justifient pleinement donc un accompagnement médico-chirurgical personnalisé et raisonné. On a donc un bon profil d'efficacité et de tolérance des traitements de transition chez les femmes et les hommes trans, avec un bénéfice clinique féminisation masculinisation qui est tout à fait probant, et chez les femmes trans un bénéfice clinique qui est manifeste sur la DMO, la densité minérale osseuse. Il y a des risques modérés qui sont sur les plans vasculaires et carcinologiques, qui indiquent donc un contrôle des cofacteurs et une surveillance des modalités de traitement. Néanmoins, il y a donc quelques limites à dans le corps de données scientifiques concernant la question trans peine à se manifester parce qu'on manque d'études. Beaucoup de réflexions sont liées à des extrapolations d'études chez les personnes cis, dont notamment les femmes ménopausées, avec une comparabilité qui est discutable, vu que les molécules, les régimes pharmacologiques sont différents. Donc on a très peu d'études prospectives et d'essais cliniques spécifiques à la population trans, ce qui nous amène à encourager une mobilisation des corps soignants, de la recherche et des organes de santé publique pour mettre en œuvre des bases de données visant à mieux évaluer les mécanismes, les effets et la sécurité des traitements. Il y a donc un suivi au long cours qui est multidisciplinaire, et j'espère qu'à l'avenir, le corps médico-chirurgical français pourra participer aux études européennes, notamment la ENIGI, qui est donc basée, c'est un organe multicentrique européen qui est commandité par les équipes de Gand et d'Amsterdam, qui pourront permettre de consolider, de faire des études de bonne puissance méthodologique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc on fera les questions à l'issue des trois intervenants. Je vais passer la parole à Nathalie Chabert-Buffet qui va se présenter, mais vous devez la connaître déjà. Merci beaucoup. Donc, Nicolas vous a présenté surtout les femmes trans. C'est un choix qu'on a fait, mais on pourra discuter après, si vous le souhaitez, de ce qu'il a abordé plus rapidement. Et donc, je travaille à l'hôpital Tenon et je m'occupe plus spécifiquement de coordonner les parcours de préservation de la fertilité des hommes trans. Donc je vais surtout vous parler des hommes trans. Alors je sens que la gymnastique dans vos cerveaux a peut-être un peu de mal à se mettre en place pour certains. Donc là on parle de femmes assignées à la naissance qui vont prendre un traitement hormonal masculinisant dans le cadre d'une transition F2M. La préservation de la fertilité pour les
les femmes trans est beaucoup plus facilement acceptable parce que bien sûr les techniques de récupération des gamètes sont plus faciles, même si dans le contexte de la transidentité, ça peut être compliqué de faire un recueil de sperme. Donc il y a des organisations qui permettent de faciliter ce recueil et notamment arranger les locaux pour que ce soit un peu moins chirurgical comme ambiance, ce qu'on a fait à Tenon. Alors donc, très rapidement, pour parler un petit peu de l'impact des différents traitements que reçoivent les personnes en transition sur leur fertilité. Donc Nicolas vous l'a dit brièvement, avant la puberté, on peut être amené à bloquer la puberté par l'administration d'analogues de la GnRH. Ce traitement-là n'a pas a priori d'impact sur la fertilité ultérieure. On n'a pas d'expérience spécifique, de publication spécifique dans le cadre de la transidentité. En revanche, il y a tous les enfants qui sont traités pour une puberté précoce, chez qui on administre ces molécules et on n'a aucune donnée qui fasse avoir des inquiétudes sur un impact de ces traitements-là. Ensuite, donc, après la puberté, Nicolas vous a dit, donc dans le cadre des hommes trans, on va leur administrer de la testostérone. Et puis plus tard dans le cursus, il pourra y avoir, et donc ce traitement par la testostérone peut avoir un impact, je vais vous en reparler, même s'il est très vraisemblablement quasiment négligeable. Et puis plus tard, il peut y avoir intervention chirurgicale. Et là, bien sûr, si on réalise une hystérectomie et une annexectomie, la fertilité sera définitivement atteinte a priori. Et les conditions de réutilisation des gamètes en France sont parmi les plus restrictives dans le monde entier. Donc on est totalement coincé pour l'instant et c'est toute cette information-là qu'il est question de délivrer aux personnes et qui est compliquée à faire comprendre quelquefois et à accepter. Alors donc, est-ce que la testostérone a un impact sur les ovaires? Donc on a un petit peu extrapolé la littérature sur le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a eu des papiers où tout est très contradictoire et pas du tout acquis. Éventuellement, l'hormonothérapie par les androgènes pourrait induire une hypertrophie stromale, mais on ne retrouve pas les autres caractéristiques du syndrome des ovaires polykystiques. Se pose aussi la question de savoir si, au départ, chez ces personnes trans, ces hommes trans, il n'y avait pas un syndrome des ovaires polykystiques préexistant, et la littérature est relativement mal renseignée sur ce sujet-là. Donc ici, vous avez par exemple les images reproduites de cette étude qui vous montrent qu'effectivement, il y a peut-être une hypertrophie du stroma, mais que vous ne retrouvez pas du tout l'aspect habituel d'un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, il y a eu aussi des études sur les taux d'AMH pour essayer de se faire une idée de cet impact. Alors, quand vous prescrivez de la testostérone à une dose suffisante pour être masculinisante, donc on atteint souvent progressivement, en fait, vous induisez un effet antigonadotrope. Et donc, comme vous le savez probablement, tous les traitements antigonadotropes ont un impact sur le taux d'AMH. Et donc, ces études-là, pour certaines, ont retrouvé effectivement, après 16 semaines d'utilisation, vous voyez une diminution significative du taux d'AMH, mais dans d'autres études, ça n'a pas été retrouvé. La compétence ovocytaire semble aussi être conservée, avec des données qui montrent, quand on a pu essayer d'observer des ovocytes, voire de réaliser des fécondations, l'absence d'anomalies, par exemple du fuseau mitotique chez des hommes trans qui étaient traités depuis 4 ans dans cette étude de Liman. Et puis pour les rares cas où il y a eu une conception, ce délai de conception n'était pas modifié par le traitement après son arrêt, bien entendu, pour mettre en route une grossesse. Donc on n'a pas de notion réellement d'un impact documenté des traitements par les androgènes, même au long cours, sur la fertilité, mais il y a énormément d'inconnus encore, puisque les données de la littérature restent très limitées. Ici, vous avez une étude où on a fait une fécondation, et vous voyez que on a fait une maturation in vitro, et on a regardé l'aspect des ovocytes. Et donc finalement, on n'a pas retrouvé d'anomalie de répartition des différents stades folliculaires et on n'a pas retrouvé d'anomalie du fuseau mitotique dans les ovocytes observés. Alors, dans cette population, le désir de parentalité reste tout à fait significatif, donc il ne faut pas du tout faire l'impasse là-dessus, ni sur ces questions de préservation de la fertilité, puisque vous voyez que les 54% des hommes transgenres, y compris après une chirurgie, expriment un désir d'enfant.
et que dans des études qui ont été faites un peu rétrospectivement, si on a posé la question aux gens, est-ce que vous auriez voulu cryopréserver vos gamètes, il y en a quand même un bon tiers qui disent que oui, ils auraient bien aimé qu'on leur en parle et qu'on le fasse éventuellement. Et donc, dans l'étude suivante, 33%, et dans l'étude d'en dessous, vous voyez, 46% avant traitement. Et dans l'étude horaire, là, la dernière, il y a quand même eu là une proposition, et donc 76% des hommes trans avaient envisagé de conserver leurs gamètes quand on leur a proposé. Et vous voyez la dégringolade avec le pourcentage de personnes qui ont recouru finalement à cette congélation, puisque évidemment, ce n'est pas aussi simple que de faire un recueil de sperme. Donc c'est absolument indispensable de bien discuter avec les personnes trans, idéalement avant le début du traitement par les androgènes, parce qu'on a des doutes, mais bien leur indiquer aussi que même si le traitement a été débuté, on pourra rediscuter de cette préservation éventuellement plus tard. Il faudra arrêter le traitement pendant environ 3 mois avant de procéder à une congélation ovocytaire éventuellement. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Essentiellement, on propose de la cryoconservation d'ovocytes matures après stimulation ovarienne. Pourquoi? C'est la technologie fécondation in vitro, 40 ans de recul, 20 millions de naissances en FIV, donc on est dans du solide, donc c'est pas différent du tout de la technique habituelle pour une FIV, si ce n'est que, en tout cas nous à Tenon, on propose plus favorablement une anesthésie générale pour la ponction, pour des tas de raisons évidentes de confort et d'acceptabilité par les personnes, mais certains hommes trans demandent une anesthésie locale. Le fait de ne jamais avoir eu de rapport n'est pas une contre-indication, sous réserve qu'on ait bien sûr l'autorisation de réaliser le geste de ponction par voie vaginale. C'est également un geste qui entraîne beaucoup de blocages dans la demande de congélation des gamètes. C'est pas facile du tout, même si on explique que la personne sera endormie, que ce sera indolore, mais il n'y a pas que le concept de douleur, il y a aussi ce concept d'examen très invasif. Et donc, ça fait partie des choses qui bloquent pas mal. Voilà, et on vitrifie donc, comme d'habitude, les ovocytes récupérés comme en préservation hors transidentité. Alors, on ne propose jamais, nous, de la maturation in vitro, sauf contre-indication formelle à une stimulation ovarienne, et dans ce cas-là, on discute d'une maturation in vitro. Donc rien de différent par rapport à la technique usuelle. Et en ce qui concerne le cortex ovarien, finalement, on en discute dans les rares cas où on nous adresse les patients avant une chirurgie avec une annexectomie, en sachant que la réutilisation de ces fragments de cortex congelés ne pourrait pas, si c'est après une chirurgie avec annexectomie et hystérectomie, ne pourra pas être réutilisée, en tout cas en France, qu'il n'est pas tellement question de greffer du cortex ovarien à quelqu'un d'autre aujourd'hui dans le but d'obtenir des grossesses. Et donc on table un peu chez les gens très jeunes sur une éventuelle folliculogénèse in vitro qui pourrait se développer à partir de ces fragments de cortex congelés dans l'avenir et qui, dans le cas d'évolution de la législation française, pourrait éventuellement aboutir à ce que ces gamètes ainsi produits puissent être utilisés par exemple par la compagne de cet homme trans. Donc c'est un petit peu de gymnastique intellectuelle là encore. Et donc en termes de réutilisation, et c'est là que, outre la difficulté qui peut être perçue par l'invasivité de la technique par les hommes trans, l'autre chose, c'est les perspectives de réutilisation. Donc en théorie, il y en a plein de perspectives. En pratique, il y a simplement, est-ce que vous êtes prêt à porter une grossesse un jour ou pas? Parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la loi française, c'est la seule possibilité. C'est que vous congelez des ovocytes et puis vous pourrez les réutiliser éventuellement plus tard pour porter vous-même la grossesse. Ce qui, quand on est un homme trans, c'est pas forcément facile, ça arrive quelquefois, mais c'est rare. Et tout ce qui s'apparente à la gestation pour autrui et au don personnalisé de gamètes vers une partenaire féminine est totalement impossible en France, comme vous savez, au jour d'aujourd'hui. Donc en pratique, c'est ça le message principal. Et donc les gens qui demandent à congeler font un pari sur l'avenir, en fait, que l'évolution de la législation reste possible malgré tout, surtout quand on a 18 ans. On a 30 ou 40 ans devant soi pour faire des bébés, donc ça peut se réfléchir comme ça. Donc le discours, c'est je vais vous expliquer comment on fait, comment ça se passe, la loi, etc. Et puis une fois que vous aurez bien tout compris, vous me direz si vous voulez congeler ou pas. Si vous voulez congeler, on congèle, il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas congeler, vous nous mettez un petit mail pour dire que vous laissez tomber et il n'y aura aucun souci non plus, évidemment. Alors il y a des petites perspectives et par exemple Marie-Xavière Cateau, qui est juriste et qui est spécialisée en droit, notamment dans la question de genre, essaye de faire avancer le concept de gamètes d'un couple.
puisque les personnes trans, les hommes trans arrivent souvent avec une compagne femme. Et donc, si on arrivait à faire évoluer la notion de gamètes d'une personne vers les gamètes d'un couple, alors la compagne pourrait réutiliser les gamètes de son partenaire devenu masculin avec le temps. Donc ça, je ne sais pas très bien si Agnès a des infos récentes sur ces questions-là. Nous, on avait eu la visite de Marie-Xavier qui nous expliquait tout ça, et je ne sais pas très bien où elle en est pour l'instant. Alors, en pratique, en France, beaucoup de sécos font la cryopréservation de gamètes, y compris pour les personnes trans. Tous les sécos ne font pas les cryopréservations de gamètes, d'ovocytes et de sperme. C'est un petit en cours d'évolution. Ça, c'est les données de Florence Eustache, qui préside la Fédération des sécos et qui avait publié la répartition en 2021. Donc, vous voyez quand même que l'essentiel des sécos procède à la congélation à la fois des ovocytes et du sperme en France. Et ça a pu évoluer puisque ça date de 2 ans. Ça, c'était le papier qui montrait l'état des lieux toujours en 2021 de Florence Eustache sur les caractéristiques donc, des personnes trans qui ont consulté pour une préservation de la fertilité dans le réseau des sécos en France. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt des gens jeunes, en particulier chez les hommes trans. Il y a des adolescents également, et plus fréquemment des adolescents hommes trans. Donc, ils ont désiré une cryopréservation de leurs gamètes dans près de 80% chez les hommes trans et 32% chez les... Pardon, 80% chez les femmes trans et 32% chez les hommes trans, et que la réalisation est beaucoup plus fréquente chez les femmes trans, puisque c'est un recueil de sperme, que chez les hommes trans, et vous retrouvez là encore cette dégringolade entre la demande et l'acceptation de la démarche. Donc chez les hommes trans, dans cette étude, on a retrouvé 203 personnes donc, qui ont été incluses dans l'étude, et vous voyez qu'une partie d'entre elles avait commencé leur traitement hormonal de réassignation. Et donc dans ce cas-là, il y a une minorité de personnes qui ont désiré faire une cryopréservation par rapport à celles qui n'avaient pas désiré le faire, et finalement une toute petite minorité qui a congelé des ovocytes. Et avant l'initiation du traitement, on retrouve des chiffres qui sont un tout petit peu plus rassurants en termes de demande et de réalisation de la procédure. Alors, l'expérience de l'hôpital Tenon, donc on a une cohorte de 118 hommes trans qui, vous voyez déjà, il y a cette espèce d'écrémage entre je vais prendre un rendez-vous et j'arrive finalement jusqu'au rendez-vous. Rien que ça, c'est déjà en plus une source de perte de patients en ligne. Donc, les patients nous ont été adressés, mais il y en a une partie qui n'a même pas essayé de prendre le rendez-vous. Alors, on n'a pas approfondi le pourquoi, donc est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Alors, il y a quand même un numéro vert, qui est le 0845 3 fois, où on peut appeler pour faire une cryopréservation, quelle qu'en soit la cause, donc qui bascule sur des récepteurs, des téléphones portables avec un répondeur. Ensuite, pour ceux qui ont pris rendez-vous, il y en a une petite dizaine qui se perd encore en route. Ensuite, il y a une grande majorité qui va refuser. Et quand on avait fait ce travail de thèse de Sophie Gratteau, on avait en tout 14 patients en cours ou ayant réalisé une vitrification ovocytaire. Donc on retrouve encore cette notion de finalement beaucoup de renoncement, à la fois pour des raisons techniques et des raisons organisationnelles et juridiques. Donc on avait comparé les hommes trans qui ont procédé à cette cryopréservation avec des femmes fertiles suivies dans le centre. Donc pas de différence significative en termes d'âge, de BMI et de consommation de tabac, même si les chiffres semblent montrer le contraire, mais ça ne sortait pas significatif. Il y avait un compte folliculaire antral qui était un peu moins élevé chez les hommes trans, et pourtant on a procédé à ces traitements avant la mise en route de l'hormonothérapie. Et le taux d'AMH n'était pas significativement différent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de différence en termes de conduite de la stimulation, taux d'estradiol, dose de FSH, etc. Et on a recueilli un nombre d'ovocytes qui est tout à fait satisfaisant, et aussi satisfaisant que dans un groupe de femmes fertiles chez ces personnes transgenres. Donc, la stimulation fonctionne, et donc quand on la propose avec sérénité en sachant qu'on aura des résultats satisfaisants.
Donc on a très peu de gens qui arrivent au bout de la démarche, comme j'ai déjà dit. Alors ceux qui n'ont pas souhaité, c'est premièrement parce qu'ils étaient déjà sous traitement ou parce qu'ils ne souhaitaient pas d'enfants. Alors il y a souvent le schéma de l'adolescent qui arrive avec maman à la consultation. Et maman a très envie d'avoir des petits-enfants, mais son fils trans pas tellement en fait. Donc ça c'est une grande partie des personnes qui consultent. Il y a toutes les incertitudes bien sûr sur la réutilisation. Il y a 5% qui sont dus aux examens invasifs, l'échographie notamment. Et puis des gens qui sont partis à l'étranger également. Donc finalement, dans cette préservation de fertilité chez les hommes trans, on a des résultats qui sont comparables à une population de référence qui est des femmes donneuses, des femmes fertiles. En moyenne, 17 ovocytes cryoconservés, ce qui est bien. On a eu 12 personnes sur 13 qui ont cryoconservé plus de 10 ovocytes avec, dans l'étude de Cobo qui retrouve exactement les mêmes résultats. En pratique, une seule ponction donc, semble être suffisante. On n'est pas obligé de se lancer dans du cumul ovocytaire et le taux de complications rapporté dans les études et chez nous est extrêmement faible. Donc les autres études publiées globalement, vous voyez, c'est toujours des petites séries. C'est généralement après une fenêtre thérapeutique avec ou pas un appariement à des femmes cisgenres. Et globalement, tout le monde retrouve les mêmes résultats favorables en termes d'ovocytes conservés. Donc c'est des informations importantes. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable d'arrêter les androgènes avant de procéder à une congélation ovocytaire si le traitement a déjà été commencé? Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui rebutent pas mal les personnes. Elles se disent, les délais d'attente sont longs pour mettre en route le traitement. Ensuite, bon, elles ont finalement, les hommes trans ont craqué. On a débuté le traitement par les androgènes et là, on leur annonce qu'il va falloir arrêter pendant au moins 3 mois, plus la durée de la stimulation. Donc finalement, on arrive facilement à 4 mois. Et donc ça, c'est un autre souci de finalement, je laisse tomber, j'en ai marre, c'est trop compliqué. Bon. Et donc, il y a quelques données donc, dans les modèles murins qui suggèrent qu'on n'a pas vraiment retrouvé d'impact. Il y a quelques rares études de cas chez des personnes, des hommes trans, avec le recueil d'ovocytes qui semble être normaux, mais on a très peu de données sur la naissance d'enfants en bonne santé et notamment on ne dispose pas non plus d'un suivi sur le long terme par exemple du devenir métabolique de ces enfants, puisque dans le modèle du SOPK on sait que l'exposition aux androgènes, mais est-ce que c'est juste les androgènes ou est-ce que c'est pas aussi l'ambiance syndrome métabolique du SOPK? En tout cas, ces enfants-là sont plus exposés à un risque métabolique dans l'avenir, donc on manque quand même de données sur tout ça. Très peu de données aussi sur les naissances vivantes dans le monde. Vous voyez, des toutes petites séries avec des taux de naissance satisfaisants, mais très peu d'enfants finalement nés comme ça. Et donc, pour conclure, on reste encore dans l'incertitude sur un certain nombre de données concernant les traitements hormonaux et leur impact sur la fertilité pour les hommes trans. On pourra rediscuter des femmes trans après si vous voulez. Donc c'est discuté mais reste possible. Donc par principe de précaution, on essaye de débuter les cryopréservations avant de mettre en place les androgènes. On recourt encore assez peu dans ce contexte des hommes trans à cette cryopréservation, beaucoup à cause de la problématique de la réutilisation, dans la mesure où on n'a pas envie de porter une grossesse, on n'est pas du tout sûr de pouvoir réutiliser ces gamètes. Les évolutions techniques et juridiques sont donc à suivre. Et en attendant, informons et proposons. Je vous remercie. Merci. Merci.